Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui, je vous présente la nouvelle Clio. Je vous l'avais déjà présentée en première mondiale lorsqu'elle était sortie. J'étais un des premiers dans le monde à vous faire l'essai de la version E-Tech. Cette fois-ci, j'ai récupéré la version TCE 90. Essence, plus d'hybridation, rien du tout. Une des versions de base. On va reparler rapidement des moteurs, refaire le tour très rapidement et ensuite surtout voir ce que ça donne sur la route et voir niveau consommation. Est-ce que ça fait mieux qu'une hybride? À votre avis, si je vous pose cette question, c'est peut-être pas pour rien. Aujourd'hui, j'ai Car Vertical qui est partenaire de cette vidéo, qui me permet de vous offrir une réduction sur les codes Car Vertical. Donc, quand tu fais tes recherches sur Internet, tu tombes sur des voitures. Et là, par exemple, j'ai une Peugeot 508. Donc, quand tu arrives sur Car Vertical, tu rentres ton numéro VIN ici de la voiture que tu as demandé au vendeur préalablement. Et ensuite, par exemple, là, j'ai un rapport de Peugeot 508 et on peut voir qu'il y a du vert et dans les dommages, il y a un petit peu d'orange. Donc, ça veut dire qu'il y a sûrement eu des défauts. On peut voir qu'elle était accidentée, celle-ci. Afficher plus, je veux en savoir plus. Je veux voir toutes les photos. Donc, on peut voir là, les airbags n'ont pas cassé ou autre, mais elle était accidentée. Ah oui, il y a tout un rapport détaillé. Donc là, en 2022 et là, en 2021. Le compteur, donc le kilométrage, là il évolue bien. Statut financier, ok. On peut voir qu'il a été sévèrement endommagé en plus, 15 000 et 20 000 euros. Donc bon, ça fait quand même de gros dégâts. Et elle a été cassée en Belgique, cette voiture. Ensuite, elle est revenue en France. Bon, c'est quand même assez important d'avoir un Car Vertical lorsqu'on veut acheter une voiture, surtout qu'on ne veut pas se tromper. Mais surtout, là, vous bénéficiez de moins 20% avec le code MECA, M-E-C-A, sur le site Car Vertical. N'hésitez pas, le lien est dans la description. Bref. La Clio, elle commence à partir de 18 500 € dans sa première version en SCE 65. Ça, c'est le plus petit moteur qui est le 1 litre, 65 chevaux, qui fait un 0 à 100 en 17 secondes. Donc, autant vous dire que c'est vraiment quelque chose de pépère, hein. Ensuite, il y a cette version qui, je pense, est un très bon compromis. TCE 90 chevaux, voiture qui est quand même assez légère, hein. On a une voiture qui fait environ 1 tonne 100 à peu près. 90 chevaux pour 1 tonne 100. C'est largement suffisant. Toujours le 1 litre, un 0 à 100 en 12 secondes 2. Alors, c'est pas extraordinaire, mais on verra que ça suffit largement. Ensuite, il y a la TEC 100, qui est le même moteur qu'on retrouve chez Dacia beaucoup, qui est le EcoG 100 chez Dacia, le 1 litre, qui marche en GPL et en essence, qui lui fera un 0 à 100 en 12 secondes 5 à peu près. L'équivalent, alors c'est un petit peu plus parce qu'il y a la bonbonne de 50 litres à l'arrière qui rajoute un tout petit peu de poids. Ensuite, il y a la version E-Tech, 145 chevaux, qui est repris, donc là vraiment des dérivés qu'on a sur les autres voitures avec le moteur hybride, avec la batterie de 1,2 kWh qui se situe dans le coffre, qui permet de bonnes consommations également, hein, et surtout le côté agréable de la version hybride, surtout qu'elle est en boîte automatique, c'est la seule en boîte automatique. Et ensuite, on a le DCI 100, il garde quand même une version diesel, 100 chevaux, avec le moteur 1,5 litre que l'on connaît bien chez Renault. Au niveau des performances, 11 secondes 4 pour le diesel, 9 secondes 3 pour la version hybride. C'est la plus puissante, également la plus rapide, forcément. Ensuite, au niveau de l'hybride, on commence aux alentours de 23 600 € pour cette version. Au niveau des finitions, on aura 4 équipements. Évolution, ça c'est le pack qu'on a aujourd'hui, c'est le pack entrée de gamme. Vous verrez, plus petit écran à l'intérieur, des sièges assez simples, mais quelque chose largement suffisant. On a quand même le CarPlay et l'Android Auto, tout qui va bien, mais quand même les écrans digitaux. Ensuite, il y a le pack Techno. Ensuite, il y a le Esprit Alpine. 3 niveaux de finition. Elle sera disponible en 7 couleurs. Aujourd'hui, je l'ai dans, je pense, la plus belle couleur de chez Renault, le rouge flamme. C'est une couleur que j'adore personnellement. 4 types de jantes en 16 ou en 17 pouces et on aura le choix de 3 selleries différentes à l'intérieur. Au niveau du gabarit, 4,05 m de long, ça reste plutôt compact, hein, c'est bien connu de la Clio. 1,98 m de large de bout en bout des rétroviseurs et 1,44 m de haut. Au niveau du poids, entre 1100 et 1200 kg pour la version hybride, donc une centaine de kilos supplémentaires car on a un moteur électrique supplémentaire plus un pack de batterie. Au niveau de la garde au sol, 14 cm et demi, ça passe les dodanes sans encombre, ça peut monter les trottoirs sans trop de problèmes. Au niveau du rayon de braquage, 10,42 m exactement pour faire un tour sur elle-même. Au niveau de l'essence, donc là-bas, on a une version essence aujourd'hui, on pourra mettre 42 litres d'essence, 39 litres dans les versions diesel ou les versions hybrides. Je pense que là, vous avez quasiment toutes les infos. On refait un petit tour détail et design. Ouh, il y a même un petit rayon de soleil qui apparaît quand on passe sur la face avant. Donc, elle change
un petit peu, mais pas tant que ça comparé à l'ancienne version. Elle garde le même capot. Ensuite, c'est à partir de là, ici, là, que ça commence à changer. Là, les nouveaux blocs optiques 100% LED, même sur cette PAC Evolution, hein, il n'y a pas d'ampoule. Hein, non, vraiment, c'est vraiment du full LED partout. Et cette nouvelle signature lumineuse qu'on va retrouver maintenant sur quasiment toutes les Renault. Je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous ai présenté la Mitsubishi Colt, qui est exactement la même que ça, sauf rebadgé Mitsubishi. J'avoue que le Renault est quand même beaucoup plus joli. Hein. Personnellement, je pense que je choisirais quand même la Renault. Tout ça donc, et là, les petites lignes un petit peu partout qui changent de la Colt. La Colt, c'est des parties un petit peu plus grosses, il fallait absolument changer. Mais clairement, derrière, en fait, c'est exactement la même chose. C'est juste que le plastique ici, ils l'ont redessiné. Ils ont juste ouvert un petit peu plus gros. Mais sinon, clairement, c'est la même voiture. On a toujours les rideaux d'air sur les côtés ici, pour le côté aérodynamique. Et ensuite, donc, cette calandre, on peut voir le nouveau logo Renault qui est posé au centre, avec cette partie qui se dégrade. Donc, on part du chrome un petit peu plus foncé à un chrome de plus en plus brillant, qui focalise l'attention sur ce logo Renault. Sous le capot, aujourd'hui, donc ce moteur TCE 90 chevaux qui ressemble à ça. Un petit peu plus bas, donc pas de caméra autour aujourd'hui. Il y a 0 caméra, même pas de caméra de recul, mais on a quand même des radars à l'arrière, mais on ne les retrouve même pas à l'avant. Version Evolution, c'est vraiment la version basique. On a quand même un radar ici pour le système de freinage d'urgence qui est devenu quasiment obligatoire si on veut des bonnes notes à l'Euro NCAP, et la plaque qui est positionnée tout en bas. J'aime bien que le fait que ce soit tout en bas et que ce soit pas un peu plus haut, comme ça laisse vraiment au designer de quoi s'exprimer sur cette voiture. Sur le côté, très simple, ça reste la Clio, pas d'évolution, hein. Toujours la même chose que l'ancienne génération. Je pense que sur le côté, ouais, il n'y a pas grand chose à dire. Si vous connaissiez la Clio, on a des jantes en 16 ou 17 pouces avec, est-ce que vous avez bien retenu, 4 modèles de jantes différentes. Là aujourd'hui c'est du 16, ça reste quand même des jantes en alu. On a des freins à disque à l'avant, par contre des freins à tambour à l'arrière, et pareil au centre de roue, le nouveau logo Renault. La poignée pour l'avant, toujours type frigo ici, la poignée pour l'arrière, toujours inclus dans la portière tout en haut, assez discret, qui donne un air un petit peu plus coupé à cette voiture. Un petit peu de 3/4 arrière parce que j'aime bien, et je trouve ça toujours assez joli avec là ce béquet que l'on voit, alors qui est assez long sur la partie haute, mais au final qui dépasse très peu, qui intègre le 3e feu stop, une antenne là-haut, en caoutchouc, on dirait celle de Dacia, mais en beaucoup plus petite. Sur la Dacia, ils auraient mieux fait de mettre celle-là aussi. Au cas où Dacia, vous voulez récupérer, chez Renault, ils en ont des comme ça, plus courtes. Ce 3/4 arrière assez joli, et surtout ces nouveaux blocs optiques à l'arrière qui sont plus un petit peu typé Lexus, mais pas Lexus brillant, Lexus noir, très joli. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Pleine face arrière, donc on les voit bien, ces blocs-là, qui changent radicalement cette voiture, qui lui donne un côté beaucoup plus cool, je trouve. Et ça amène une petite touche vraiment en plus. Sur la Colt, par contre, ils étaient rouges comme sur l'ancienne version. Là, ça amène un petit truc supplémentaire. Vitre arrière surteinté comme les vitres arrière également. Le petit essuie-glace bien pratique. J'ai l'impression qu'il ressemble même à ceux des Dacia. Il mutualise beaucoup de choses, hein, mais ça ressemble vraiment à celui de la Dacia, ouais. Ah ouais, j'ai pas pensé à ça. Nouveau logo Renault. Pas de caméra aujourd'hui, sinon elle est inclue dedans. Le Clio, pour nous rappeler le modèle que c'est, ça se fait de plus en plus. Alors il y a certaines marques, Peugeot par exemple, qui marquent ici sur sa nouvelle 208, que je vous présente très bientôt également. Là, tout est peint jusqu'à là, et c'est pareil, tout autour de la voiture, tout est peint, même si c'est une voiture entrée de gamme en évolution. Je trouve ça quand même assez sympa. La plaque, donc pas de caméra de recul aujourd'hui comme je vous dis, mais on a quand même les radars de parking, on en a 2 ici, 1 ici, et c'est tout. La simplicité et de quoi mettre le crochet d'attelage au cas où. Quasiment tout est en LED à l'arrière, sauf le clignotant. Pour ouvrir le coffre, donc c'est pas ici, c'est un petit bouton à cet endroit-là. Hop. Voilà à quoi ça ressemble. Coffre avec un volume de 300 litres. On a le plancher sur 2 niveaux. Je peux d'ailleurs enlever cette partie, et ensuite donc ça me fait un bac beaucoup plus profond. Et en dessous, là aujourd'hui, on a un bac pour la sono, mais sinon on peut également avoir une roue de secours, ou poser le kit anti-crevaison ou autre tout au fond. Bon, je vous connais. Hop. Bien, ça me fait faire un petit peu de gym chaque jour quasiment. Alors 300 litres, comme vous pouvez voir, le Nico rentre juste. Hein. Donc là, j'ai pas baissé le coffre au plus bas. Je pense que si je l'avais baissé le seuil ici, j'aurais pu rentrer. Mais de cette façon, il y a quand même un petit peu d'espace. Ce que j'aime bien, c'est le fait qu'il y ait justement de profondeur. Si on a besoin, on peut enlever cette partie. Si on n'a pas besoin, on peut quand même ranger des choses en dessous. Ça fait qu'on a un espace de coffre plus propre. Alors, au niveau des places arrière, on va voir. Donc, portière arrière entièrement en plastique. Plastique dur vraiment partout.
simplicité avec la fenêtre ici, qui est quand même en automatique, qui descend pas jusqu'à tout en bas. Il reste toujours un petit bout qui dépasse. L'intérieur, fixation, tap taser, Isofix sur les 2 sièges à l'arrière, tout comme le siège passager avant également. Ensuite, allez, je rentre, je viens d'insérer, hop, gentiment ici. Je viens fermer ma portière. Alors, cette banquette, elle m'emmène directement un petit peu vers l'arrière, ce qui est une bonne chose. Je remonte mon appuie-tête. Alors, les sièges à l'avant, les 2 sont réglés pour moi. J'ai de la place, de quoi mettre les pieds sous le siège, au cas où, même ça, cette partie ici, elle est assez confort, donc même si je les mets un petit peu vraiment au bout, collés, bah, c'est pas trop dérangeant. Personne n'a de poignée dans cette voiture. Ah si, il y a une seule poignée pour le passager avant. Bizarre. De l'espace au niveau des genoux qui est largement suffisant. Je suis bien assis, je suis assez droit. L'appui-tête, oh vache, oh, l'appui-tête, il est en béton. La place pour les pieds et les genoux, pas de poche ici, puisque version de base. Il faut savoir que même sur les petites poches arrière, ils font des petites économies parce que c'est des coutures supplémentaires. J'ai un petit accoudoir ici. Au niveau de la tête, je suis bien, donc comme je vous disais, je suis à 1,80 m. Franchement, c'est suffisant de quoi voyager. La 3e ceinture pour la 5e place est positionnée directement sur la banquette. On a une banquette qui sera en 2 tiers, 1 tiers de ce côté-là. On n'a pas de climatisation à l'arrière, pas de port USB, rien du tout. Simplicité, juste de quoi poser, par exemple, une petite bouteille à cet endroit-là. Un léger tunnel central qui fait quand même quasiment une dizaine de centimètres de haut. Donc si je veux passer ici, hop. Alors, à cet endroit-là, j'ai les pieds sur les rails, mais je peux quand même poser mes pieds dessus, ce qui me permet d'avoir les jambes assez resserrées. Par contre, si je pose mes jambes sur le tunnel, vous voyez, là, je suis en forme isocèle. Il me reste quand même un petit peu de place pour la tête. Si je me mets vraiment droit, je vais venir toucher sur l'arrière. Mais ouais, ça va. On va dire qu'il ne faut pas faire 1,90 m ici. La banquette, par contre, elle est un petit peu comme une selle de moto. Donc, elle ne me maintient pas, donc j'ai l'impression de glisser un petit peu à gauche, à droite. Surtout si vous avez un popotin un petit peu plus large que moi, vous allez avoir peut-être une fesse de chaque côté. Ça ne va pas forcément être hyper confortable. Après, au niveau du dossier, il est plutôt mou. Ouais, le dossier est bien par contre. Et la ceinture est directement ici. Bon, on peut faire un petit peu de route ici, mais je ne traverserai pas la France sur la 5e place. Allez, je vous montre un petit peu à l'avant les différences qu'il y a comparé à la version e-tech que j'avais fait, qui était vraiment une version full option. Allez, c'est parti, je vous emmène découvrir avec moi la partie avant. Poignée, petit frigo. Donc la portière. Alors, ça c'est juste la partie et qui n'est pas en plastique, qui est juste un petit peu moussée avec une sorte de simili posé dessus. Sinon, tout le reste également est en plastique dur. La sono ici avec un haut-parleur là. On a un petit peu de place. Alors, on ne pourra pas mettre de grandes bouteilles d'1,5 litre ici, c'est trop étroit. Les sièges ressemblent à ça. Alors, j'aime bien là, ces petites textures en losange. C'est assez joli. Des appuis-têtes, donc ça qu'on connaît bien dans le groupe. Voilà l'assise. On a un petit peu de renfort au niveau du dossier, très très léger au niveau de l'assise, donc ce ne sera pas vraiment une voiture dynamique. On retrouve un haut-parleur également ici, 3 pédales puisqu'on est sur une boîte manuelle. De quoi ouvrir le coffre. Le volant est réglable en profondeur et en hauteur. Ici on retrouve le maintien de ligne, la luminosité de l'écran derrière et la hauteur des phares avant. Allez, je vais me mettre à l'intérieur, je me recule au maximum. On ferme tout ça et voilà à quoi ça ressemble. Juste ici, le volant. Donc le volant, comme on connaît sur les nouvelles Renault, nouveau logo en plein centre. De ce côté, on a toujours ce qui va être régulateur et limiteur. Régulateur en bas, limiteur sur le haut. Ici, une commande vocale, décrocher au téléphone, faire changer les menus là-bas et défiler les informations dans les menus. Donc, je vais vous la démarrer. Et d'ailleurs, il y a une clé. Et oui, parce que c'est l'entrée de gamme. Donc, on fait encore ça. Ça se fait de plus en plus rare sur les voitures de nos jours. Mode sauvegarde de batterie. Bon, ok, pas de souci. Je la démarre. Comme vous pouvez voir un écran là. Et là, en tout petit. Donc, on peut le voir, double écran. Alors, ils ont l'air d'être à peu près de la même taille entre là et là. Souvent, c'est les mêmes qu'ils mettent. Donc, un écran
ici avec 3 niveaux de menu. Donc je vais faire défiler grâce à ça et ensuite je vais faire défiler les infos dedans grâce à ça. Donc le menu 1 ressemble à ça. On a celui-ci, on a celui-ci ou celui-ci. Donc on peut le voir, ça va apparaître grâce à des bandes ici que l'on retrouve dans le nouveau Dacia Duster qui reprend un petit peu ce concept. Et ensuite on va avoir des informations là qu'on va pouvoir faire défiler, apparaître ou disparaître sur les pressions des pneus, l'éco-moniteur, le GPS si on l'a mis, ou rien du tout, ou les consommations comme on peut le voir, et on peut réinitialiser, et la distance du véhicule. Voilà à quoi ça ressemble de cette façon. Alors j'avoue que moi j'aime bien avoir celui-ci avec le contour qui me donne une idée de où je suis. Il y a la lecture des panneaux, l'autonomie restante, la température du véhicule, le mode parce que je suis en mode normal, sinon je passe en éco, c'est juste écrit éco là-haut. Voilà, très peu de différence entre les deux. On retrouve les essuie-glaces toujours de ce côté-là, ici avec un mode automatique, et les feux et phares de ce côté-là, toujours rappel de phare, clignotant avec ce bruit là, et le mode automatique également pour les phares. Donc on a les phares mais on n'a pas le mode plein phare automatique par contre sur cette version. Ensuite on retrouve toujours, comme on connaît chez Renault, cette partie ici pour la radio, donc volume, mute en appuyant sur les deux en même temps, changer les sources et les modes juste ici. J'aime bien ce nouveau volant et en fait ce logo là il amène quelque chose de bien plus cool. Ensuite, petit écran ici, donc c'est toujours le même système que l'on connaît, mais juste en plus petit. Donc on a toujours une touche Home ici, on a les applications en appuyant sur le petit bouton là, donc ça c'est des touches qui sont pas dans l'écran tactile mais qui sont tactiles quand même. Les réglages de la voiture, on peut voir les raccourcis ici, éteindre l'écran si je veux, tout mettre en veille ou autre. On referme ici, on peut voir que c'est quand même assez réactif. Donc ici, on peut se créer des widgets, là les driving, les aides, la météo, bon ça c'est plutôt cool, et on peut ajouter des widgets si l'on souhaite en personnaliser et changer un petit peu la carte. Je peux mettre la navigation par exemple, et hop, rajoute-moi la navigation, c'est comme ça, voilà, impeccable. Et si je retourne en arrière, cette fois-ci, je me suis rajouté une page avec la navigation tout au bout. Donc là, c'est pas activé, mais voilà. On a également ici, on a le téléphone qu'on peut connecter et déconnecter, on a le CarPlay également en sans fil, alors ça c'est une très bonne chose, l'Android Auto également. Les raccourcis là-haut avec le CarPlay si je l'avais connecté en sans fil, mais moi je l'ai mis en filaire parce que je préfère, parce que sinon ça m'embête pour quand je vous filme les vidéos. Mais dès que je le connecte ici avec mon câble USB, on peut voir que si je retourne à l'accueil, oui, je veux afficher mon CarPlay, et voilà. Donc là j'ai mon CarPlay qui ressemble à ça. Si je mets Waze, voilà, en plein écran, c'est plutôt pas mal. Annuler, voilà à quoi ça ressemble. Et pour retourner au menu, j'ai toujours ces touches-là, les infos du véhicule, les réglages, la musique, la radio, radio DAB, etc. Tout qui est inclus ici, ou les réglages directement de la voiture, aide à la conduite, aide au parking, configuration du véhicule. Donc là, par exemple, blocage des portes en roulant, ok. Ah, j'ai pas, par contre, le son, ah si, peut-être les sons des clignotants. Est-ce que j'ai les sons des clignotants? Ah non, j'ai pas les sons du clignotant. Autre, peut-être là. Parking, son des touches, non, non. Non, il n'y a pas de clignotant. Dans certaines, on peut changer le son des clignotants. Bref, vous avez un petit peu tous les menus. Ensuite, on a désactivé le Start and Stop ou l'activer ici. Le mode éco, les warnings et verrouillage du véhicule qui est quand même électrique, puisque on peut voir, hein, on n'a pas de petits boutons ou petits loquets comme on avait dans les années 70. Ensuite, ici le bloc climatisation, donc on n'a pas les touches en digital, c'est le bloc le plus simple. Donc là, où est-ce qu'on veut se faire ventiler, désivrage, la vitre arrière de cette façon. La test de ventilation, hop, plus ou moins fort, juste ici, et le recyclage d'air en plein centre. De ce côté-là, on peut activer la clim. Donc il faut d'abord allumer et ensuite on peut activer la clim, chaud ou froid, si l'on souhaite. Un petit peu plus bas, donc comme sur quasiment toutes, ici, prise allume-cigare et double port USB, USB type A, de quoi poser son téléphone, et la boîte de vitesse ici en automatique. Donc avec le débattement que l'on connaît comme d'habitude, hein, c'est toujours la même sur quasiment toutes les voitures du groupe Renault. Et bon, pourquoi pas. Ici, de quoi poser la carte quand on a une carte main libre, mais aujourd'hui on n'a pas de carte main libre. Double porte-gobelet, le frein à main, avec un vrai frein à main, et un endroit ici, comme je vous disais de l'arrière, pour pouvoir ranger des petites choses. On a un habitacle assez sympa et plutôt simple, des sièges en gris. Alors ce gris là, ce tissu est très doux, j'aime beaucoup. On retrouve une texture ici, alors c'est mi-tissu, mi-je sais pas quoi, alors c'est assez spécial, mais ça mène un petit peu
de légèreté dans cet habitacle. Sur le haut, partie en plastique dur totalement. La boîte à gants, ici assez profonde et spacieuse. Un petit peu plus haut, des aérations. Une là, une là-bas, une là, une là-bas. Donc là, on peut voir que c'est vraiment symétrique dans l'habitacle. Sur le haut, les rétroviseurs ressemblent à ça. Est-ce que tout le monde a attaché sa ceinture ou les airbags? Ensuite, l'éclairage. Donc là, c'est des petites ampoules et la touche SOS. On retrouve maintenant sur toutes les voitures. Un micro là-haut pour si je me mets au téléphone. Ici, de ce côté-là, un miroir sans éclairage. Par contre, les rétroviseurs ressemblent à ça. On a une bonne visibilité, c'est assez lumineux. Et puis voilà. Hein. Et si je vous retourne, 1, 2, 3, j'appuie. Et c'est parti. Il ne reste plus qu'à aller essayer cette voiture sur la route et voir ce que ça va donner. Allez, c'est parti à bord donc de cette Clio, l'entrée de gamme, boîte manuelle, moteur 90 chevaux. On démarre encore avec la clé sur cette version. On n'a pas le keyless, c'est vrai que ça faisait longtemps que j'avais pas mis la clé dans une serrure à part dans ma voiture perso. Donc, frein à main, il était déjà enlevé, première, et c'est parti. Alors déjà, on n'a plus trop l'habitude de conduire des boîtes manuelles de nos jours, enfin, dans ce métier. Quasiment tout est devenu automatique, parce que tout est devenu hybride quasiment. Et également, même la plupart sont quand même en boîte automatique. Ça reste un vrai plus, je trouve, au quotidien. Parce que passer les vitesses, franchement, je vois pas le plaisir que ça apporte en fait dans une conduite de tous les jours. Les boîtes de vitesse automatiques sont devenues tellement bien que, ouais, non, je vois plus le principe. L'embrayage est quand même très souple, c'est agréable. Ça me dérange moins que de le faire sur ma vieille voiture. On est pas trop mal dans l'habitacle, j'aime bien cet intérieur là, un petit peu gris. Les sièges sont doux au toucher. On est bien installé. Et puis là, on va partir comme d'habitude, faire un petit peu tout type de route. On commence par de la ville. Ensuite, il va y avoir un petit peu de national, départemental, autoroute. Et ensuite, petite route de campagne. On va voir ce que ça donne en plus dynamique. Puisque la Clio, ça reste quand même une des voitures les plus vendues. Et c'est actuellement même la plus vendue chez nous en France. Elle est repassée devant la 208. Allez, Dodan ici. Oh non, pas déjà rouge. Non, sur le Dodan, ça l'est, c'était plutôt confortable. C'est une voiture qui se veut quand même plutôt confort. Ça reste une voiture de tous les jours. On a bien sûr le start and stop. Là, la voiture s'est arrêtée. À partir du moment où le moteur est chaud, c'est parti. Également, là, je pars avec le plein. Ça m'indique 700 km d'autonomie. Donc, on va voir ce que ça donne également niveau consommation. D'ailleurs, j'ai pas pensé à tout remettre à zéro. Donc, je vais le faire tout de suite. Je vais me remettre le compte tour. Parce que moi, j'aime bien quand il y a le compte tour. D'ailleurs, tiens, les compteurs, en fait, ce qu'il y a sur cette Clio là, c'est exactement ce qu'il y a sur la nouvelle Dacia. Hop, 3 secondes à rester appuyé sur les deux. Ok, c'est resté ok. Voilà, comme ça, je réinitialise tout et je vous fais. Là, je pars de Paris pour aller jusqu'à Fontainebleau, plus un retour. Comme ça nous donnera une vraie idée de ce que ça consomme sur la route dans des conditions normales du quotidien. Allez, ça repart. Elle redémarre assez rapidement. Let's go. Tout droit. Ça relance plutôt pas mal. On n'a pas l'impression d'avoir une voiture lourde. Hein. Ça paraît. Ouh, ça paraît même très vif. Là, au niveau de la direction, c'est incroyable. Ah, j'adore. Hop, hop, hop. Elle s'appuie un petit peu, mais elle paraît hyper. La sensation de légèreté, incroyable. Hop, Dodan. Ouais, ça passe bien. Celui-ci, elle est un petit peu plus gros. Ouais, ça. Il y a une certaine fermeté, donc ça tient quand même la caisse. Mais du confort là sur le début, donc je pense que sur toutes les petites anomalies, ça devrait être assez confortable. J'ai hâte de voir ça sur les petites routes de campagne, mais là en passant dans tous les petits défauts, là, je fais exprès de passer dans les nids cool. Non, ça se veut quand même plutôt confort, hein. Même là, ouais, ça va, hein. C'est assez confort. C'est le top pour la voiture du quotidien et en même temps quelque chose qui se veut un minimum dynamique, je pense. J'ai hâte de voir sur les petites routes là ce que ça a donné, parce que cette sensation de légèreté, j'aime beaucoup. J'avais essayé la version hybride, donc 145 chevaux maintenant, qui était un petit peu plus lourd, hein, puisqu'on rajoute un moteur électrique également couplé au moteur, plus la batterie de 1,2 kWh à l'arrière, donc ça ramène du poids, plus les connectiques, etc. Mais celle-ci a l'air vraiment très sympa, hein. Surtout qu'elle a beaucoup moins d'options que toutes les autres. On repart gentiment. On sent vraiment que le point de patinage est tout en haut de la pédale d'embrayage.
bruit caractéristique du clignotant. Alors ça j'avoue je suis pas très fan. Il me semble que normalement on peut régler le volume. Donc, par contre, les tours minutes, il n'y a même pas les chiffres qui sont marqués, il y a juste marqué 7-8, donc 7000, 8000. Il n'y a pas les chiffres du début. C'est peut-être un petit peu dommage. Ah, donc là, je tourne ici. Ouais, le moteur a l'air plutôt efficace. Dès que le turbo charge un petit peu. Ouais. Avant que le turbo charge, il ne se passe pas grand-chose. On laisse passer les gens. Alors ça, les passages piétons dans les voies d'insertion comme ça me fait toujours flipper. Hop. On se fera un petit 0 à 100, 100 à 0 tout à l'heure sur des petites routes où il n'y a personne. Voir ce que ça donne niveau relance. Là, on va se prendre une grosse montée. On va regarder également, voir s'il y a suffisamment de puissance. Allez, c'est reparti. Avec une petite voiture légère, ça suffit. La première pousse bien, la deuxième. Alors ce qui est très bizarre, j'ai l'impression d'avoir un turbo d'il y a quelques années. En fait il se passe rien au début. Donc, par exemple là je suis en 3, il se passe rien. Par contre quand il se met à souffler, ça vous emmène d'un coup. On dirait peut-être une sorte de turbo sportif d'il y a quelques années. C'est là rien et d'un coup ça vous emmène. Ouais, c'est un petit côté sympa. Je pensais pas que ça se faisait encore, c'était beaucoup plus progressif de nos jours. Allez, on se met en 4, là c'est 70 ici. On a quand même le régulateur ou le limiteur. On double. J'aime beaucoup la direction, c'est hyper vif. Je me rappelais plus de ça. Et même la haute vitesse, enfin, c'est très réactif. Donc là 72, je suis en 4 parce que je suis bien en montée et j'appuie à fond. À partir du moment où le turbo commence à souffler, ça va. Donc comme je dis, en fait il y a vraiment ce turbo lag. Par contre quand il souffle, ça y va bien. Allez, 5, ça passe à 90 ici, petit coup de 6. On va voir quand on sera à plat. Là le moteur est plutôt discret. On l'entend un petit peu, ça fait une caisse un petit peu de résonance dans la voiture. Donc un peu des basses. Et normal, enfin on est en montée. Hâte de voir ce que ça donne ensuite. On entend un petit peu ce qui se passe à l'extérieur. Mais ça reste pas trop mal insonorisé je trouve. On passe maintenant à plat. C'est là où ça va devenir un petit peu plus intéressant. Donc ce que je vais faire, moi j'adore mettre mon régulateur à 90. Donc à 90 km/h. On a un petit peu de bruit de roulement, léger. On entend plutôt le moteur en fait. Et là j'entends quand même également ce qui se passe autour de moi. Alors c'est pas un bruit ultra présent, mais ça s'entend quand même. Pas de régulateur adaptatif, donc au moins de freiner quand il y a quelqu'un qui s'insère devant. Les bruits de roulement sont hyper bien contenus, donc dès que je débraye, par exemple là je me remets à 90, je débraye, ça filtre très bien, c'est bien insonorisé à ce niveau là, c'est vraiment juste le bruit du moteur qu'on entend. Donc à 90, ça reste plutôt agréable. On va voir ensuite, on va se faire du 110, du 130 également, et on va se diriger vers des petites routes, voir ce que ça donne. Également, puisque il y a beaucoup de gens également à la campagne qui achètent ce genre de voiture. Et voir niveau conso. Bon, là on arrive dans les joies du trafic région Île-de-France. Faire première, deuxième, troisième. Oh, troisième, ça faisait longtemps que je l'avais pas fait. Là, la boîte automatique et l'hybride sont des vrais avantages. Après, ce n'est pas le même prix, j'en conviens. Par contre, là, si j'avais eu la e-tech, j'aurais été en électrique la plupart du temps. Donc, au niveau des consos, ça peut être pas mal. Après, là, j'ai réinitialisé, en fait, sans le faire exprès, en étant sur l'autoroute, il y a quelques kilomètres. Donc, ça m'a perdu les infos dans la montée. Mais c'est pas grave, on va quand même se refaire un bon petit bout
là pour voir ce que ça donne niveau consommation. Après ça doit pas être tant que ça parce que ça reste un petit moteur 90 chevaux, une voiture plutôt légère. Mais vous voyez ça en fait, le fait d'être en boîte manuelle, bah, c'est pas pareil. Là il faut s'arrêter, m'arrête, repremière, je réaccélère. Il y a les à-coups de boîte selon comment on relâche l'embrayage. Il faut être vraiment doux. Donc, c'est vrai que l'automatique ça reste quand même top. Et moi qui ai goûté maintenant, je me dis non, c'est quand même vraiment bien. Alors même si l'embrayage est très doux, le guidage ici est top, hein, ça va bien, c'est plutôt fluide et on sent bien lorsqu'on passe le rapport. Mais j'avoue que la boîte automatique, ça reste un petit plus. Après le start and stop, il s'active assez rapidement dès qu'on s'arrête. Mais ce n'est pas une 48 volts, donc c'est encore le démarreur normal. C'est vrai que les versions 48 volts directement incrustées avec le moteur sur le vilebrequin qui relance le moteur, c'est un petit peu mieux. Même au niveau des vibrations au redémarrage, on le sent un petit peu moins. Après, lorsqu'on roule, elle reste plutôt agréable. On se met un petit peu de musique, ça filtre un petit peu les bruits du moteur et autres. C'est une bonne voiture, hein, la Clio, pour ça qu'ils s'en vendent tant. Ça reste encore une voiture à peu près accessible. Enfin, on voit encore une Clio, ça c'était les deux devant moi. Ça, il s'en est vendu un paquet des Clio 2. Et on en voit toujours. C'est des voitures assez fiables. Il y avait moins de technologie et autres. Et c'est vrai qu'à l'époque, le fait qu'il y ait moins de tous ces écrans, tout ça, bah, ça faisait que les voitures duraient quand même beaucoup plus longtemps. J'ai hâte de voir dans quelques années ce que ça va donner, toutes ces voitures. Bon, là ça fait environ 20 km que je roule à 110, donc sur la A6 en direction de Fontainebleau. J'en suis à une moyenne de 4 litres 1. Donc là pour le moment j'en suis en total de 35 km depuis que je l'ai réinitialisé. Sur le début, sur les petites routes où c'était 70-90, j'étais une moyenne de 3 litres 7, ce qui est franchement assez impressionnant. Même là 4 litres 1 c'est plutôt bien. Et en étant à 110, je constatais que je oscillais entre 4 litres 5 et 5 litres à peu près de moyenne. Enfin, sur l'instantané, c'était ça, c'était toujours entre 4 litres 5 et 5 litres environ. Donc là, si je me remets à 110, donc à 110, là, je dois être à 2500 tours minute à peu près, peut-être un petit peu moins, comme c'est pas extrêmement précis au niveau du compteur. J'arrive pas à le voir vraiment. Si je rechange comme ça, est-ce que j'ai un truc qui me le met plus précisément? Non, j'ai pas. Donc environ 2500 tours. Et si je regarde mes consos, là pareil, je suis à 4 litres 2, 4 litres 3, ça monte légèrement ici. Franchement, c'est plutôt pas mal. Je suis assez impressionné. Et donc là, je vais me mettre à 130. J'appuie, en restant appuyé, ça monte de 10 en 10. Là, je suis en 6. Ça relance progressivement. Et là, j'arrive à 130. Donc à 130 km/h. Là, je m'approche des 3000 tours minute. Je suis bien sûr en 6e rapport. Je dois être à 2900 tours à peu près là. À 130, on commence à avoir un petit peu plus de bruit de roulement. Le bruit moteur, on l'entend toujours un petit peu, mais comme il se confond un petit peu avec les bruits de roulement, j'ai l'impression qu'on l'entend presque un petit peu moins. Les bruits du vent sont plutôt bien contenus. Merci Waze. Non, c'est pas mal. Et là, donc en étant en régime stabilisé, je suis à entre 5 litres et 5 litres 5 de consommation en instantané en étant à 130, ce qui reste plutôt correct. Donc je vous ferai le débrief plutôt sur la fin de cet essai, directement combien on a consommé au total, ce qui me paraît plus intéressant. Mais je pense, ouais, si on fait que de l'autoroute, allez, on va dire peut-être un petit 6 litres de moyenne. Là ça se remet un petit peu en pente, ça augmente un petit peu, 6 litres 5. En vrai, plutôt agréable, hein. Je me suis mis la musique tout à l'heure quand j'étais à 110. Le son est plutôt correct avec la radio DAB. Moi je passe par le CarPlay, donc en écoutant la radio via le TuneIn. Et le son est plutôt correct. Franchement, on fait de sacrés efforts de nos jours également sur la sonorisation. Allez, on arrive sur des petites routes ici à la campagne. On va voir ce que ça donne sur du très dégradé. Surtout que cette route est vraiment bien bosselée et autres. Le petit nid de poule, de patch.
sent qu'elle est bien vieille cette route. Hop, trou ici. Ouais, c'est quand même vraiment pas mal, hein. Ouais, c'est vraiment pas mal. Hop, on va ralentir ici. On va essayer de se mettre là sans trop salir la voiture. Hop. Allez-y, monsieur. Voilà, avec sa petite voiturette. Parce que j'ai pas encore filmé l'extérieur, je voudrais pas qu'elle soit trop sale. Ah non, il y a plein de trucs sales ici. Ah, non, pas ça. Allez, on repart doucement pour pas rouler dans les flaques qui ont la boue. Il faut qu'elle soit propre encore. Allez, on va accélérer un peu. Il y a vraiment ce coup de turbo là, cet effet de turbo, il se passe rien et d'un coup, ça vous emmène. Il faut faire attention à ça au début, ça peut surprendre. Niveau dynamique là, c'est quand même plutôt pas mal. On va ralentir, encore des gens. C'est rare qu'il y ait du monde ici. Il y a un gros trou ici. Hop. Il s'en fiche un peu, merci. Allez, on repart. Donc, en dessous des 1500-2000 tours, il n'y a pas grand chose. Par contre, ensuite, ça vous emmène bien. On se met en 5. La 6, il me conseille la 6 à 80. 80, je dois être à 1000, 1500, 1600 tours minute. C'est plutôt pas mal. C'est un peu humide ici, on va passer dans le gros trou. Allez, le gros trou. Ouais, ça amortit quand même vraiment bien. Ouais, c'est une bonne auto. Niveau des consos, ça reste toujours bien. Là, je suis à 4 litres 3. 4 litres 3 en vrai. Il me semble que je te aux alentours de 4 litres 5 avec l'hybride. Donc, pourquoi prendre l'hybride alors que celle-ci va être super conso. Là, il y a un petit peu d'air, on va essayer de pas tout salir trop non plus. Hop, gros trou, esquive, bam. Clairement, niveau conso, je trouve ça extrêmement bien. J'ai hâte de continuer le retour et voir ce que ça donne, mais en conduite normale, j'ai pas fait forcément d'éco-conduite. Conduite normale dans les conditions de région parisienne, là. Assez surpris. Je trouve ça vraiment bien. Même je pense que sur les petites routes de campagne, à mon avis, on peut tourner aux alentours des 4 litres si on est raisonnable en roulant à 80-90. D'habitude, je suis à fond hybride et tout, et là, je me dis que l'intérêt de l'hybride est quand même assez limité quand on a une voiture qui consomme si peu. Et c'est vrai qu'ils sont devenus bons quand même, les motoristes, à faire des moteurs essence qui consomment si peu. Et j'en suis pas si peu que ma petite Saxo de 1998 en 1,5 litre. Mais je sais que moi j'arrive à faire du 3,5 litre, 3,6 litre de moyenne. Parce que je roule quand même à la cool, mais je pense que là on est à peine plus pour une voiture essence moderne avec toute la technologie beaucoup plus lourde, beaucoup plus de sécurité, beaucoup plus de confort. En vrai, on doit se poser des questions. Ça a quand même bien évolué. Allez, c'est parti, ma route où il n'y a absolument personne. Première. Ça tracte. Hop, on sent bien le turbo. Il fait bien son job. On passe les rapports assez tôt. 80, 90 et 100. Bon, allez, gros freinage, 100 à 0. Ça freine plutôt bien, la voiture reste assez à plat, elle plonge un petit peu au début, ce qui est normal, hein, on lui fait passer de 100 km/h à 0 en appuyant à fond sur les freins. Ouais, elle a un bon comportement, on sent de la légèreté dans la voiture, c'est agréable. Franchement, je me sens en sécurité aussi. Allez, le fameux petit test rond-point, alors c'est assez gras aujourd'hui, on va faire attention. Alors, dans les sièges, je suis un petit peu maintenu, mais pas tant que ça, ils sont assez ouverts. Je peux me caler quand même bien là. Au niveau de l'assise, pas trop calé non plus. Allez, si j'accélère, je mets un petit peu de rythme. Ouh, ça souvire énormément, mais ça fait que souvirer. Donc, le souvirage, c'est pas méchant. On invite tous les ESP et autres qui nous rattrapent, mais l'arrière ne glisse pas du tout. C'est juste du petit souvirage. Ça, c'est du moteur, traction et moteur avant.
c'est normal. Bon, rien de méchant, mais c'est vrai que là, sur le gras comme ça, il faut faire attention. Ça glisse quand même pas mal. On arrive à ma petite route dynamique préférée. Alors attention, comme je disais aujourd'hui, c'est quand même assez gras. On va voir ce que ça donne en conduite dynamique. Voilà. Donc toujours turbo qui relance vraiment d'un coup et hop, ça vous emmène. Oh là là, ça s'ouvre un petit peu. On a franchement une direction qui est plutôt dynamique. Alors on sent pas trop ce que ça fait, mais la voiture s'emmène assez bien. Ça accélère largement suffisamment. Ça sautille un petit peu là sur toutes les petites bosses parce que c'est mouillé, mais la suspension reste hyper conforme. Je suis hyper surpris. Ça fait super bien le job. La voiture roule bien. Le freinage est agréable, c'est très progressif. Bon, juste le fait que, comme c'est mouillé, forcément ça glisse un petit peu. Mais ça y va assez bien. Franchement, je suis plutôt surpris. Mais c'est cette légèreté dans le volant qui fait que ça en devient plaisant. J'aime vraiment bien. Alors, elle donne pas du tout envie de rouler vite, cette voiture, par contre. Elle donne vraiment envie de rouler à la cool, passer les rapports normalement, et limite, appuyer sur le petit bouton éco ici, qui va me brider la puissance de la voiture, et faire en sorte que je roule encore plus zen. Bon, on va continuer comme ça. Tiens, je vais finir tout mon fin de test en éco, et rentrer. Donc là, je me suis mis une moyenne à 4,6 litres avec les 0 à 100, le petit côté un petit peu dynamique ici en poussant un peu les rapports. On va voir donc là sur la fin avec le mode éco. Le mode éco s'active là-bas, donc on a soit le mode normal, soit le mode éco. Et puis je vais rentrer comme ça et voir ce que ça donne. Donc là pour le moment 4,6 litres sur 62 km avec vraiment du mix de tout. 20 km 210, une dizaine de kilomètres 230 et après le reste c'était du mixte. Bon, au final, après avoir fait 102,3 km moyenne à 4,5 litres, ce qui est plutôt pas mal, hein. 4,5 litres en vrai pour un moteur essence, en ayant fait vraiment du mixte, plutôt bien. Bon allez, petit débrief. Bon alors, cette Clio en version évolution. Eh bien franchement, en vrai, elle a déjà pas mal des choses dont on a besoin aujourd'hui. Elle a le régulateur, elle a un petit écran, le CarPlay, l'Android Auto, la radio qui va bien, une sono qui est plutôt correcte et des consommations au top. J'ai d'ailleurs été assez surpris des consommations 4,5 litres de moyenne sur ce trajet en ayant fait vraiment tout type de route. C'est quand même plutôt bien. Quasiment à ce que l'hybride aurait fait. Alors j'aurais bien aimé tester la version hybride sur exactement le même trajet, dans les mêmes conditions. Ça aurait pu être intéressant de faire des essais conso. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse, les essais conso sur la chaîne. J'essaye toujours de vous préparer une petite vidéo comment faire réduire ses consommations et avoir une vraie éco-conduite. Je suis en cours de discussion avec un centre, il bosse beaucoup et moi aussi. Mais ça peut être intéressant pour faire des économies au quotidien. Mais j'avoue que là, 4,5 litres, c'est vraiment plutôt pas mal. Est-ce qu'on prend une version plus avancée ou pas? Pas forcément, parce qu'en vrai, on a quasiment tout ce dont on a besoin dans cette voiture. Alors, j'aurais peut-être aimé un régulateur adaptatif et une boîte automatique, mais ça, on les a seulement sur les versions hybrides, les hybrides 145. La version Esprit Alpine, elle a quand même vraiment un côté beaucoup plus joli, beaucoup plus sympa, beaucoup plus soigné et fini. Mais est-ce qu'on en a besoin? Pas forcément. Et j'avoue que c'est quand même un très bon compromis. Et voiture agréable au quotidien et ça fait quelques temps que je la roule. J'en suis plutôt content. Donc je pense que ça c'est vraiment une des versions qui va se vendre le plus. La 65 ça fait peut-être un petit peu léger. La EcoG, pourquoi pas si on veut rouler au GPL. Ça fait peut-être encore des économies au final puisque le GPL est quand même assez peu cher comparé à l'essence qui reste encore un 1,75, 1,80 ici en région parisienne actuellement. Ou la version diesel pour les gros rouleurs qui restera. Ça, dans tous les cas, la meilleure version pour les gens qui roulent beaucoup, ça reste plus agréable, même pour la route, etc. Par contre, le diesel, ça va bientôt être banni des grandes villes, surtout des grandes villes en région parisienne, et je crois que c'est 3 grandes villes. Il y a beaucoup d'autres grandes villes qui ont fait marche arrière sur on va supprimer les diesels, puisque ils se sont rendus compte qu'en province, la plupart des gens roulaient en diesel, et sinon, plus personne ne viendrait dans les villes. Déjà qu'avec Internet, tout le monde commande par Internet, et si on ne va plus du tout dans la ville, ça va être compliqué. Bon, en tout cas, voilà, je pense que ça, très très bon compromis, niveau prix, prestations et autres, en rouge flamme en plus comme ça.
Bon, si vous avez bien aimé cette vidéo, le petit pouce bleu comme ça m'aide beaucoup. Et puis à vous abonner, on est déjà plus de 100 000 maintenant sur la chaîne. Merci à tous et puis continuez à partager tout ça. Et si vous avez des questions, dans les commentaires. Allez, à bientôt. Ciao.